Donc je profite de cet addendum là sur la carte de Seattle pour faire un petit point sur vite fait le récap de la prélim de ce week-end avec les choses intéressantes. On avait commencé avec un Cavalcanti contre Avila. Très très bon, un très très bon combat. On a une Cavalcanti qui était sur un win streak de 6, qui est partie grande favorite, jeune à 27 ans, contre une Avila qui n'était plus là. Hein. Ça fait 1 an et demi que bon, on a vu dernier combat déjà, c'était pas. Elle s'est fait avoir par Machatette et là maintenant on sent que elle était pas vraiment présente sur ce combat. Elle est plus haut niveau en fait, on va dire. Elle est pas à jour debout, ça se passait pas bien. Alors elle a montré des bonnes choses. Hein. On a vu tout ce qui est leg kick. Elle travaillait beaucoup sur son bras arrière. Mais dès qu'elle était acculée, c'était difficile et Cavalcanti a mis beaucoup de volume, a mis beaucoup de pression. Elle s'est calmée au 3e round, je pense qu'elle savait déjà qu'elle a gagné les 2 premiers. Donc elle a été beaucoup plus prudente sur le 3e round, mais c'est bien de l'avoir prudente seulement au 3e round et pas dès le début du combat, essayer d'esquiver pour envoyer quelques petites frappes très timides, juste pour marquer des points. Là on sentait qu'elle avait vraiment envie d'être là, donc c'est très prometteur pour Cavalcanti, on va voir pour la suite, même s'il y a quand même du bon niveau au-dessus dans la KT. Walker contre Meyes, bon alors aucune confiance en Meyes, ça je l'avais dit, et Walker pas trop confiance non plus. Maintenant c'est la bonne chose, c'est que Walker l'a fait, hein, donc ça c'est bon pour le challenge. T'es très excité à son entrée, il y avait son frère qui était là d'ailleurs dans le coin. C'est très bien, Meyes a montré quand même de bons mouvements de buste et de tête, mais il s'est fait facilement amener au sol, et Walker il a facilement trouvé la solution tout de suite, hein, c'était la soumission. Par ce heel hook, c'est le deuxième qui fait en back-to-back. Donc voilà, c'est plus ou moins impressionnant, mais on aurait pu quand même l'anticiper, le prévoir. Morales contre Smith, alors ça c'est intéressant parce que Morales, dont j'avais beaucoup de doutes sur son retour et sa place à l'UFC, déjà il a été cut, quand il est revenu c'était juste pour offrir un combat à Lapillus. Il a fait, contre Lapillus, bon il s'est fait un peu dominer tout le combat, mais là il le disait, hein, il partait léger underdog, mais il disait là il arrive préparé, il veut vraiment rester à l'UFC, prendre sa place, donc un vrai camp bien préparé, et ça s'est vu, même si alors en face, c'était Smith qui a un gros écart d'âge, mais pas forcément à l'avantage de Smith. C'est-à-dire que Smith a 22 ans et Morales 34. Et c'est vrai que 22 ans, c'est très jeune. C'était son premier combat à l'UFC, donc je voulais pas mettre une pièce dessus, même si je le voyais favori. Hein, j'ai pas beaucoup d'estime pour Morales. Et le combat a été très disputé. Alors Smith, faut savoir que c'est le fils de Gilbert Smith. Il est là sur 5 win streak. Et c'était très disputé. Morales a vraiment montré de belles choses, notamment les premiers rounds. On a eu au 2e round. Voilà, le premier round était très disputé, beaucoup de choses ils se cherchaient tous les deux. Le Smith, je suis étonné parce que vraiment, il a fait du très bon travail, 3e round et tout. Il a tenu le coup. Morales a mis beaucoup de pression, que ce soit debout, que ce soit au sol, en lutte et tout. Et Smith a vraiment n'a jamais quitté, quoi. Il s'est jamais dit bon, ok, c'est mon premier combat, c'est pas grave si je perds. Il a vraiment tout fait, Smith, pour rester dans le combat. Et ça a porté ses fruits. Je trouve vraiment très prometteur. C'est bien qu'il soit rentré à l'UFC. Il a fait un très bon premier combat. Déjà avec Dana White Contender Series, c'était très bon. Et là, c'est confirmé selon moi. Donc, un avenir très prometteur. Il n'a que 22 ans en plus. J'espère qu'il va beaucoup s'améliorer. Il y avait des choses, voilà, c'était pas forcément parfait, mais on voit qu'il est hésitant. On voit qu'il apprend encore. Même dans la cage, on sent qu'il est apprenant. Il est apprenti. Il n'est pas encore super confiant, mais très bien. Et Morales, franchement, je suis content de sa prestation. Je m'attendais à quelque chose de pire que ça, et c'était vraiment très bien, ce qu'il a montré, très propre. Finalement, il a bien fait de revenir à l'UFC, et j'espère quand même qu'il va continuer à y croire. On a eu un Gabriel Bonfim contre Chaos Williams chez les welter. Alors, je m'attendais, j'hésitais à partir sur un KO de Williams, avec un Gabriel Bonfim qui est un excellent combattant, comme je disais. Et ce qui est étonnant dans ce combat, déjà, c'est Williams qui fait un peu... Vraiment, c'était pas propre, vraiment, techniquement, debout. Alors du coup, c'était un peu bizarre le premier round, où ça s'envoyait un peu de tout, et un peu n'importe quoi, ça répliquait pas forcément de manière très propre. Bonfim qui a cherché déjà des takedowns, bon, ça n'a pas abouti. Une excellente défense de soumission de la part de Williams au premier round. Mais alors, ce que j'ai pas compris, on l'a très bien vu au 2e round, c'est que le travail sur la distance, il faut voir que Bonfim a 72,5 d'allonge contre une allonge de 77 pour Williams. Hein. Et bien, c'est Bonfim qui gérait mieux les distances. Bonfim qui a envoyé les jabs, mais vraiment des jabs, hein,
Dès que Williams s'approchait trop, bam, le jab, il partait. Il était très lourd, très solide. Le jab, et hop, il ressort. Il envoyait des très bons front kicks, il envoyait tout ce qu'il faut pour gérer la distance, alors qu'il avait moins d'allonge. Mais vraiment beaucoup moins. Ensuite, Bonfim, on le sait, beaucoup de victoires par soumission. Ben là, ça n'a pas manqué, hein. Il a réussi à soumettre Williams au deuxième round. Très bonne Darce Choke. Voilà, c'était plus ou moins ce qui était prévu. Donc très bon combat. Il faut savoir que Bonfim est favori sur tous ses combats, hein, Gabriel Bonfim. Et Williams était à 3-0 en tant qu'underdog à l'UFC. Bon là, du coup, c'était sa défaite. Il était complètement évanoui, vraiment à la fin du round. Heureusement que l'arbitre s'en est rendu compte parce que, oh là là, c'était tardif. Hein, il avait plus d'air, quoi. Pauvre Williams restait au sol. On a eu alors un combat, ça c'est particulier et ça c'est bien qu'on en parle. Estevam contre Aguilar. Estevam contre Aguilar, donc moi j'hésitais à mettre une demi-pièce sur Aguilar par soumission, parce qu'Aguilar par soumission, la cote était quand même à 10. Et c'était on va dire, le danger principal d'Aguilar dans ce match-up. Estevam n'ayant pas combattu depuis 1 an et demi, c'était contre Charles Johnson. Et Aguilar, il a bien combattu, il a enchaîné pas mal de victoires. Estevam est quand même invaincu, hein, il est parti à 12-0 je crois. Mais des doutes quand même, parce que certes une victoire sur Charles Johnson, c'est pas n'importe quoi, mais Charles Johnson, certes il a battu Joshua Van, mais quand on voit le dernier combat de Charles Johnson, là, j'étais un peu déçu. Hein. C'est pas forcément du très bon niveau. Et bien là, sur ce combat, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'Estevam a quand même réussi à contrôler Aguilar, et Aguilar ne cherchait que à soumettre de toutes sortes. Vraiment, c'était tout le temps, il a cherché soumission, au point que pendant 2 rounds, je me suis dit, bah j'aurais dû mettre cette demi-pièce quand même, j'aurais dû la mettre pour une cote à 10. Il va la placer, sa soumission. Il a tenté tellement de soumissions différentes. Mais on a vu déjà au deuxième round qu'il y avait un problème de fight IQ du côté d'Aguilar. C'est problématique parce qu'il est complètement foufou, il est un peu fanfaron Aguilar, et je pense que ça le dessert du coup. Là il aurait mieux fait d'être sérieux. Et troisième round, alors là, Estevam absent. Mais absent quoi. C'est-à-dire que le mec il est invaincu, et on se rend compte là, c'est pas on va dire un fraud check, mais Aguilar qui envoyait. Mais debout, il malmenait Estevam au point que je me suis dit là il va prendre un 18 sur ce round, ça va finir en égalité. Et bon, et bien effectivement, Aguilar fait encore une bêtise, une erreur, et ça lui coûte cher parce que du coup, ça part juste en 19 pour lui sur ce round. Donc il perd 29-28 à décision unanime, c'est normal. Maintenant, voilà, comme on dit, c'est snoozy win pour Estevam. Attention, là, du coup, je suis pas confiant pour l'avenir pour Estevam. Bon, Aguilar non plus, du coup. On a quoi d'autre Ah, punaise, le combat entre Hill et Souza. Hill, j'en avais parlé, Hill, vraiment... Elle est là pour combattre, c'est son métier, elle le fait bien, elle se met à jour, elle, justement, des nouvelles techniques, même si, voilà, c'est pas facile de le concrétiser dans la cage, et de bien s'adapter dans la cage, et on le voit, et là, c'est la première fois que je vois ça vraiment du côté de Hill, c'est qu'elle accuse son âge, finalement. Hein, même si elle le sait, même si elle sait comment gérer le combat, on sent que son corps ne répond pas aussi bien, que ça manque de réactivité, que ça fait pas forcément plaisant à voir. Par contre, contre une Souza, on s'attendait à un peu un match comme elle avait fait contre Denise Gomez, même si je trouve que Souza a un niveau en dessous de Denise Gomez. Et donc je voyais Hill gagner à la décision, Hill 13ème, et Souza jouer son entrée dans le top 15, et elle a tout donné. Franchement, Souza s'est vraiment très bien battue. Je trouve que c'est un de ses meilleurs combats jusque-là. Et bon, ça n'est pas passé, c'était très serré, le deuxième et le troisième. Alors certes, le premier round est clairement pour Hill, mais le deuxième et le troisième round, c'est parti vraiment en dogfight. Entre les deux, c'est très serré, difficile à scorer, c'est normal que ça finisse en split, je pense. La split va pour Hill, ça aurait pu aller pour Souza aussi, je comprends tout à fait, c'est plus aller d'un côté comme de l'autre. Mais c'était, ouais, plein de rebondissements en fait, ce combat. Ensuite, donc Hill, par contre, ouais, je pense qu'elle devrait prendre sa retraite, même si, ouais, Gatekeeper top 15, ok, mais là ça va être difficile et je pense qu'elle va descendre dans le top 20, un truc comme ça au bout d'un moment. Je suis pas confiant pour son prochain combat. Pour Hill, là vraiment, elle a montré ses limites, ça y est quoi. Et Souza, elle a montré de bonnes choses, donc pourquoi pas une victoire pour son prochain combat, faut voir qui on lui met en face. Ensuite, oui, pardon, donc en featherweight, Matthews contre Delgado, qui était le combat principal de cette prélim. Matthews, hein, qui part avec que des finishes sur... 6 finishes sur 7 wins, je crois. Et Delgado, c'est son premier combat à l'UFC, il est sur un win streak de 5. Lui, voilà, c'est lui qui a 8 finishes sur ses victoires. Des soumissions, des KO TKO. Hein. Delgado, qui remporte ce combat assez facilement sur un premier round, mais je sais pas, j'étais pas été forcément très convaincu là-dessus. Matthews, pas folichon non plus, bon, c'était pas... Mauvaise gestion de Delgado, hein. Je sais pas ce qu'il fout là quand il switch, il fait n'importe quoi.
Il est vraiment vulnérable sur ces moments où il switch, mauvaise gestion des distances. Il gagne en mobilité par contre au fur et à mesure du round. Et bon, c'était pas parfait. Il y a des lacunes techniques du côté de Delgado selon moi. Ensuite, donc pour le... c'est très bien de toute façon pour le récap là, du challenge sur ce week-end. On est à plus 1,88. Donc c'est très bien. Ensuite, je voulais parler du prochain event à Seattle. J'avais oublié de mettre pas mal de choses dans le challenge parce que c'était assez pauvre là, sur quoi je m'étais lancé. Donc je vais peut-être rajouter 2 pièces sur Basharat et Silva parce que ce sont les 2 combats où je vois les favoris, vraiment favoris et gagnants avec des adversaires qui sont vraiment, j'ai de gros doutes sur leurs adversaires et le niveau qu'il va y avoir en face. Donc pourquoi pas, faut tenter. Ensuite, un nouveau combat du coup, c'est Font qui a trouvé un adversaire, étant donné que Dominic Cruz s'est retiré, comme tout le monde sait, et ce sera la personne de Matsumoto. Font qui a un niveau... J'ai toujours trouvé qu'il avait un niveau entre le 8 et le 10, on va dire, de la KT. Il est toujours là-dedans, selon moi. Il est solide en tant que gatekeeper du top 10. Maintenant, si je dis pas de bêtises, je vais regarder, mais au niveau de l'écartage, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Puisque, tac, où est-ce que j'ai ça? Donc voilà, Bantam, Font contre Matsumoto. Font qui a 37 ans et Matsumoto 25 ans. Matsumoto qui est 16-0, invaincu. Et là, c'est là où, encore une fois, on est sur des combattants qui sont invaincus, mais j'ai quand même des réserves. C'est pas parce que les types sont invaincus que ça y est, ça va être futur star de l'organisation. Matsumoto, comme son nom l'indique, est brésilien. Jean Matsumoto. Il ceinture noire de Muay Thai, mais ça se voit pas trop dans ses combats. Je suis désolé de dire ça, mais... Font, il faut savoir qu'il a aucune défaite par KO TKO. Et Matsumoto a des finishes et des décisions, de toute façon, dans son Sherdog. Font a amélioré quand même des choses ces dernières années, malgré qu'il ait fait qu'il ait déjà beaucoup d'expérience. Il y a des moments où il compterait pas trop, je trouve. Et contre Philippe, là, dernièrement, il a montré de très bons contres, notamment des crochets au corps, là. Il esquive, hop, crochet au corps. Et ça, ces enchaînements de crochets au corps, c'était, je trouve, très impactant. Il avait tendance à abuser de ses jabs, là il n'abuse pas trop, il s'en sert très bien. Et un truc qui reste par contre, c'est que ses kicks sont pas là, quoi. Il devrait vraiment apprendre à travailler ses kicks, envoyer autre chose que de l'anglaise. Toujours à cadrer, à acculer ses adversaires, toujours les mains hautes au niveau de sa garde. C'était intéressant contre Phillips, parce qu'il était parti vraiment underdog, genre à plus 4,2, je crois, 0,2. Et Philippe, ça se comprend, Philippe, avait beaucoup de victoires consécutives, et ensuite, faut savoir que Philippe fait partie des mêmes Alab, donc oui, effectivement, il y a de quoi partir grand favori, contre un Font qui était sur 2 défaites, mais Font a montré qu'il était toujours là, il est toujours à sa place, de toute façon dans le top 10, et qu'il pouvait empêcher les jeunes de monter. Ça va être le cas de Matsumoto, qui prend le short notice, le remplacement, et du coup, c'est tant mieux pour lui, même si, pour Font, ça va pas forcément lui apporter grand-chose. Mais bon, tant qu'à faire. Alors les choses qui vont s'annuler l'un l'autre, c'est déjà les high kicks de Matsumoto qui vont être facilement esquivés par Font. Très bonnes esquives, très réactif Font là-dessus. Au niveau du grappling, c'est là le gros problème que j'ai avec ces 2 combattants. La défense de takedown de Font, elle est bof. Mais il a une très bonne défense au sol, je trouve. Il a encore montré, il arrive à sweep, il arrive très bien à s'en sortir. Alors que du côté de Matsumoto, c'est hasardeux, quoi. Que ce soit tant à l'offensive que la défensive, c'est pas propre, c'est pas net. Quand il est en clinch, il va chercher le takedown, ça on le sait. Ça va pas forcément bloquer Font, parce qu'une fois que Font est à la cage, ça va aller. Il a l'habitude. Maintenant, ce qui va être l'avantage de Font, on va dire, c'est ses crochets au corps, comme il a montré contre Phillips. Ça va poser de gros problèmes à Matsumoto. Et aussi, alors, sur ces contres-là, il peut les placer quand Matsumoto envoie des leg kicks. Il envoie pas mal de leg kicks, mais qui sont téléphonés et facilement contrés derrière, parce qu'il envoie pas grand-chose avec. Par contre, du côté de Matsumoto, alors j'ai des réserves, mais je sais pas sûr qu'il ait un niveau de top 10. Comme j'ai dit, c'est pas parce qu'il est invaincu que c'est forcément un combattant redoutable. On a vu beaucoup de choses qui n'allaient pas contre Katona. Katona, je vais pas vous mentir, je lui donnais quand même le premier et le 3e round, donc après je comprends, c'est serré, donc Matsumoto l'emporte. Je dirais pas du tout que c'est un vol, mais voilà, c'était quand même très serré contre Katona, donc là s'attaquer à Font derrière, c'est difficile.
Il y a les... J'ai oublié de le signaler, mais dans l'anglaise très varié de Fonte, forcément, il y a tous ces body shots. Et bien les body shots, on sait que Matsumoto, il se les mange. Matsumoto qui switch en reculant, et qui est maladroit là-dessus. Donc quand Fonte va se jeter en avant, il va en profiter, même si, au fur et à mesure du combat, Matsumoto a tendance à s'adapter, et ça, c'est une grande force. C'est-à-dire que sur un premier round, où peut-être il va y avoir des choses pas... où il va se faire avoir par son adversaire, deuxième et troisième round, il va être capable de changer ses déplacements, ses mouvements, ses sidesteps, s'adapter vraiment au fur et à mesure de ce que fait son adversaire. Au niveau de ses contres également. Au niveau de ses contres, c'est intéressant de voir qu'il va travailler sur certains contres au premier round et changer complètement son système pour envoyer des remises différentes à partir du deuxième round. Mais cette droite en contre qu'il va envoyer dès le deuxième round alors qu'il n'a pas fait du tout au premier round, ça peut surprendre l'adversaire. Point fort, des bons 1-2 en ligne et des bons jabs, on va dire, en fin de combat. Mais je trouve ça limité quand même. Je trouve ça limité contre un Rob Font qui a beaucoup d'expérience. Difficile de partager les deux là pour une prédiction. Je dirais quand même léger avantage pour Font. On sait jamais, à la décision, on l'a vu contre Katona, Matsumoto peut l'emporter. À voir. Voilà pour ce petit addendum. On se retrouve pour l'UFC suivant.